je crois que vous connaissez bien notre prochain orateur, Jean-Bernard Fourtillon. Oui, Qu'est-ce qu'on peut en dire, si ce micro marche? Écoutez, c'est un professeur de chimie thérapeutique. Ça, c'est assez exceptionnel. Ça veut dire que quand vous lui montrez une molécule chimique, il vous dit, tu ajoutes un CH3, tu enlèves un azote, tu fais ceci, tu fais cela, et tu vas avoir tel effet pour la personne. Et moi, qui ne connais rien à tout ça, évidemment, ça me passionne. Parce que ça me permet de comprendre l'efficacité de tel ou tel médicament. Oui. Et sa découverte, à partir de la mélatonine, vous allez voir, c'est une merveille absolue, une merveille de la nature avec un grand N. Eh bien voilà, je crois que tout est dit. Merci beaucoup, professeur Joyeux. On retrouve le professeur Joyeux en dédicace sur le stand de l'IPSN à 14h30. Et tout de suite, bien sûr, place à Jean-Bernard Fourtillon qui va nous parler de sa découverte. Hein, voilà, on va vous donner le petit bip. Voilà, la valentonine, hein, c'est la 3e hormone de la régulation veille-sommeil. Et il nous parle, en effet, de ces 3 hormones de régulation veille-sommeil. Pour avancer, c'est là. Voilà, et pour pointer, c'est là, je crois. Hein. Et on peut reculer aussi. Est-ce qu'on peut reculer? Est-ce que quelqu'un peut me dire si on peut reculer? On me dit oui, absolument. Comment? Et comment? Tu peux venir nous aider, s'il te plaît? Non. Voilà, on fait tout en direct avec vous, mais... Le pointeur, c'est ici. Le pointeur, on va vous le dire, parce que je ne suis pas une spécialiste de la technique, mais vous inquiétez pas, on va tester ça. Le pointeur, il nous manque juste la marche arrière. Je vous demande encore quelques secondes et place, bien sûr, à la conférence de Jean-Bernard Fourtillon. Merci beaucoup. Bonne conférence. Voilà. Parfait. Oui. Bien, mesdames, messieurs, d'abord je suis très heureux de vous présenter la découverte du système veille-sommeil. Et je voudrais remercier d'abord mon grand ami, le professeur Henri Joyeux, avec qui nous sommes associés dans l'administration et le développement de cette découverte dans le cadre d'un fonds de dotation donc à but non lucratif que nous avons créé. Et il est vice-président du fonds Josepha. Et moi, je suis aussi vice-président de l'association Famille Santé Prévention qu'il a créée. Voilà, nous sommes très unis, nous sommes comme des frères. Et je voudrais également remercier monsieur Augustin Divois qui m'a donné l'occasion de vous parler de cette découverte. En 1994, dans mon centre de recherche biomédical privé CEMAF, j'ai découvert dans des conditions vraiment exceptionnelles la véritable hormone du sommeil, la valentonine. Je l'ai appelée la valentonine parce que ma petite fille Valentine est née en 1994, c'était ma première petite fille, et je voulais terminer par tonine parce que vous allez voir, un des précurseurs de cette valentonine est la mélatonine. Très rapidement, on peut regarder cette formule, c'est une structure à 3 cycles, et cette structure tricyclique s'appelle une bêta-carboline. Voilà. Cette hormone pinéale, la valentonine, est sécrétée pendant la période nocturne, en même temps que 2 autres hormones, qui sont la mélatonine et le 6-méthoxyharmalan. Et ces 3 hormones constituent le système veille-sommeil que je vais vous présenter. D'abord, la mélatonine, découverte par Lerner en 1958. On pense couramment qu'il s'agit de l'hormone du sommeil. Il n'en est rien, ce n'est pas l'hormone du sommeil. C'est une hormone neuroprotectrice qui protège les neurones. Comment elle le fait? C'est un réducteur le plus puissant que l'on connaisse dans le milieu biologique, donc c'est un produit naturel, une hormone sécrétée par le gland pinéal, et elle réduit les radicaux libres oxygénés qui constituent, c'est le stress oxydatif, c'est le processus du vieillissement donc, que tout le monde reconnaît, et ces radicaux libres oxygénés produits par la respiration aérobie sont extrêmement agressifs pour les cellules vivantes. Et elles détruisent progressivement toutes les cellules de l'organisme, y compris les cellules nerveuses, les neurones. Bon, c'est pour ça que cette hormone est l'hormone neuroprotectrice. La deuxième hormone du système est le 6-méthoxyharmalan. Il a été identifié dans la glande pinéale de bœuf en 1961 par la même équipe que celle de Lerner, à Cleveland, dans l'Ohio.
Je vous expliquerai comment ils ont trouvé ça. Et ce produit est aussi puissant, c'est un psychostimulant aussi puissant que le LSD, il n'y a pas plus puissant. Et vous allez voir que c'est l'hormone de la veille et l'hormone de la cognition, l'hormone du jour plus généralement. Et enfin, la troisième hormone que j'ai découverte en 1994 est la valentonine. Donc, c'est la véritable hormone du sommeil et plus généralement l'hormone de la nuit. C'est une découverte extrêmement importante, exceptionnelle, absolument merveilleuse. Technique. Merveilleuse. Une découverte absolument incroyable, incroyable pour les chercheurs, les scientifiques qui travaillent dans ce domaine, et incroyable mais vrai, et tout à fait, vous allez voir, révolutionnaire. Une révolution parce que cette découverte nous présente les causes tout à fait inconnues à l'heure actuelle des maladies neurologiques. Les causes et les mécanismes de la maladie neurologique, totalement inconnus. L'Alzheimer, on ne connaît absolument pas les causes de la maladie d'Alzheimer, on n'en a aucune piste. Et ces maladies neurologiques, telles que les troubles du sommeil, les dépressions nerveuses, les troubles psychotiques et les maladies neurodégénératives de Parkinson et d'Alzheimer. Également, cette découverte nous explique donc le mode d'action des médicaments psychotropes en particulier, et qui sont totalement inconnus à l'heure actuelle, et donc qui sont utilisés pour traiter Oui, vous m'entendez? Parfait. Bon, et effectivement, la situation est finalement, à l'heure actuelle, jusqu'à cette découverte, on soignait des maladies, telles que les maladies neurologiques, dont on ignorait les mécanismes, avec des médicaments dont on ignore totalement les modes d'action. Vous voyez les résultats. Également, voilà, et cette découverte est capitale parce que jusqu'à maintenant, on ignorait complètement pourquoi nous dormons pendant 8 heures et nous sommes éveillés pendant 16 heures sur un cycle 24 heures dans deux états totalement différents, voire opposés. La nuit, nous dormons, nous avons une réduction de notre pression artérielle, notre cœur bat moins vite, une réduction de notre fréquence cardiaque et nos muscles sont relâchés. Et le jour, quand nous sommes éveillés, nous sommes vigilants, donc, et nous avons conscience, et d'autre part, notre cœur est accéléré, notre pression artérielle est augmentée, et nos muscles sont contractés. Et on ignorait totalement ce mécanisme. Voilà. Eh bien, enfin, c'est une révolution parce que, et ça n'est pas la moindre avancée de cette découverte, non seulement nous explique les causes des maladies, mais nous livre le traitement. Et nous allons administrer les 3 hormones naturelles, ce sera un traitement naturel, substitutif. Dans les maladies neurologiques où la sécrétion pinéale des 3 hormones est insuffisante, on administrera un patch mixte qui contiendra de la valentonine et du cycloxermalan. Et dans le cas où la sécrétion est excessive, dans les troubles psychotiques, on administrera un patch le matin, de bonne heure, que l'on sortira donc en milieu de journée. Je reviendrai dessus tout à l'heure. Comment ai-je découvert la valentonine? Et vous allez voir que finalement, cette découverte n'est peut-être le fruit de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Dans mon laboratoire de recherche biomédicale, nous étions leaders. Je dis nous étions parce que j'ai vendu mon centre en 2000. Nous étions leaders des méthodes de dosage de la chromatographie en phase gazeuse avec la spectrométrie de masse. Vous voyez un appareil
où on fait la chromatographie en phase gazeuse se fait ici dans ce four. Nous avons le spectrodomasse ici, et là les enregistreurs. Ces techniques sont des techniques qui nous permettent de doser des composés biologiques donc à des taux extrêmement bas. Mes collègues m'appelaient le spécialiste de l'infiniment petit. Et donc, au début des années 90, donc, tout le monde s'est intéressé à la mélatonine. Donc, on a dit, bon, il y a quelque chose d'intéressant à faire. Et nous nous sommes intéressés au dosage de cette hormone. Or, le problème de cette hormone, c'est que depuis les débuts des années 40 jusqu'à maintenant, nous sommes les seuls à savoir doser, pour une raison très simple, c'est que les quantités de mélatonine sécrétées dans la circulation sanguine par glande pinale sont extrêmement faibles, de l'ordre de 1 picogramme à quelques picogrammes par millilitre. Je rappelle qu'un picogramme, c'est 1 milliardième de milligramme par millilitre de sang. Nous avons publié une technique en 1994, donc la référence, dans une grande revue américaine. Et dans cette technique, nous avons mis au point une technique dont la limite de sensibilité c'est de 0,5 picogramme par millilitre de sang, donc qui nous a permis d'étudier la sécrétion de mélatonine endogène par la glande pinéale. C'est la seule étude qui a été faite au monde, vous allez voir pourquoi. Dans cette technique, c'est grâce à la mise au point de cette technique que j'ai fait ma découverte. Vous voyez, ce n'est pas l'intelligence artificielle. Vous allez voir comment. Pour faire une chromatographie en phase gazeuse et la coupler à la spectrométrie de masse, il faut tout d'abord pouvoir utiliser la mélatonine et la faire passer à l'état gazeux. Or, la mélatonine n'est pas volatile, donc il faut la transformer en une molécule volatile que l'on peut porter à l'état gazeux. Et on la dérivatise, on la transforme en un composé gazeux qu'on va pouvoir analyser. Et dans cette réaction de dérivatisation, on a réalisé une perfluoroacétylation, peu importe la chimie, et on obtenait donc une molécule que vous avez ici, et une molécule qui est fluoroacylée. Et si vous avez regardé déjà en mémoire la structure chimique tout à l'heure, vous reconnaissez ici la valentonine, et la seule différence porte sur ce radical ici. Et comme je m'intéressais à ce mécanisme de dérivatisation, tout d'un coup, en quelques secondes, j'ai compris comment se formait la véritable hormone du sommeil. Vous voyez, ce n'est pas l'intelligence artificielle. Hein. Donc, pourquoi? Eh bien, je savais que la mélatonine est obtenue par acétylation enzymatique sous l'action d'une enzyme qui est la N-acétyltransférase, par acétylation de la sérotonine. Vous voyez, on ajoute un groupe acétyl sur l'atome d'hydrogène ici. Je vous rappelle pourquoi, donc, la mélatonine est un neuroprotecteur, parce qu'il réduit les radicaux libres, et en les réduisant, il est oxydé en 2-oxomélatonine, peu importe. Et, tout d'un coup, j'ai compris comment ça se passait. J'ai émis l'hypothèse que la mélatonine ne subissait pas dans l'organisme une fluoroacétylation, comme nous l'avons ici, mais que l'acétylation enzymatique se poursuivait et conduisait à cette valentonine, qui est le même composé que celui-ci, dans lequel le groupe COCDF5 est remplacé par COCH3. C'était bon. Et je me suis adressé à des amis chimistes, je suis allé voir des amis chimistes, je suis ingénieur chimiste de formation. Nous avons synthétisé en quelques jours la valentonine, et je suis allé voir des amis pharmacologues, d'ailleurs au laboratoire vétérinaire de Maison Alfort, qui font des expérimentations chez eux, et on a étudié, on a mis en évidence donc l'activité hypnotique de ce composé. Voilà. L'activité hypnotique, vous avez ici, chez le chien, donc c'est un chien, on travaille en cours d'après-midi, c'est la période d'activité, le chien est un animal comme l'homme, donc à sommeil nocturne, dans la journée, et quand il s'ennuie, il dort. Et de toute façon, donc là, on avait injecté par voie intraveineuse à un chien le placebo, et effectivement, donc, et nous avons étudié, nous avons fait un électroencéphalogramme du chien de sommeil, et vous voyez ce que donne, quelle est l'architecture du sommeil physiologique. Dans ce sommeil physiologique, vous avez le sommeil, et dans le sommeil, vous avez plus de 50% de sommeil profond réparateur,
Et vous avez du sommeil paradoxal responsable de la mémoire. Et vous voyez que le sommeil léger non réparateur est minoritaire. Quand on fait la même expérience avec les benzodiazépines et les médicaments apparentés, le zolpidem, Stinox ou zopiclone, Imovane, qui sont des médicaments tout à fait identiques aux benzodiazépines, eh bien, on obtient du sommeil anesthésique, pas du tout réparateur. Vous savez que quand vous êtes anesthésié, vous êtes très fatigué, il faut plusieurs jours pour s'en remettre, c'est ce qu'on vous fait là. On vous fait perdre conscience, les gens confondent la perte de conscience et le sommeil, mais la perte de conscience, ce n'est pas forcément du sommeil physiologique. Avec le sommeil anesthésique, vous êtes très fatigué. Et quand on analyse, si vous voulez, l'architecture électroencéphalographique du sommeil chez le chien, on s'aperçoit qu'on a une majorité de sommeil léger, avec du sommeil profond qui est moins de 50%, et un effondrement du sommeil paradoxal qui est en corrélation avec l'effet amnésiant de ces médicaments. L'amnésie, vous savez, entérograle, c'est la perte de mémoire des événements récents. Et vous voyez, par-dessus le marché, qu'il a fallu travailler 158 minutes chez le chien pour vous montrer que quantitativement même, on sait que qualitativement, ce n'était pas du sommeil physiologique, mais quantitativement, le sommeil total chez le chien était inférieur à celui du placebo. Même résultat avec le diazépam, qui est le chef de file des benzodiazépines. Vous voyez qu'on a une majorité de sommeil léger non réparateur et un effondrement toujours du sommeil paradoxal. Le sommeil total là, était un peu plus élevé que le placebo, mais absolument pas significativement augmenté. D'ailleurs, c'est le cas de tous les psychotropes. On n'a jamais pu mettre en évidence entre un antidépresseur et le placebo de différences significatives. C'est le cas de tous les psychotropes actuellement disponibles. Par contre, quand on utilise la valentonine par voie intraveineuse, non seulement on n'a pas besoin de travailler pendant 120 minutes ou 158 minutes, mais vous voyez que quantitativement, l'animal a dormi pendant 57,8 minutes sur 90, c'est-à-dire pendant près de 2/3 de la période d'observation. C'est une différence hautement significative avec le placebo, au niveau 0,001. Et d'autre part, vous voyez que le sommeil profond prédomine, puisque nous avons 52,2%, et le sommeil paradoxal est important, donc pas de problème de mémoire. Et vraiment, cette différence significative avec le placebo, c'est vraiment la première fois qu'on voit ça, puisque chez tous les psychotropes, donc toutes les pharmacologiquement ne sont pas statistiquement différents des placebos, quelle que soit l'activité recherchée. Voilà, donc j'avais trouvé donc la valentonine, et vous voyez que cette valentonine a été véritablement la clé du système veille-sommeil. Sans cette découverte, qui n'est pas encore, comme vous le voyez, le fruit donc, de l'intelligence artificielle, bon, ce n'est pas une découverte de hasard, je pense que c'est une révélation, eh bien, sans cette découverte, on n'aurait jamais trouvé les causes de la maladie d'Alzheimer, les causes de la maladie de Parkinson, les causes de l'insomnie, et les mécanismes de toutes ces maladies, etc. Je reprends cette valentonine. En dehors, donc, la valentonine, comme on va le voir tout à l'heure, donc, en diminuant la vigilance, donc, la valentonine conduit au sommeil. Par ailleurs, elle abaisse la pression artérielle, réduit la fréquence cardiaque et provoque un relâchement musculaire. Donc, ce sont les caractéristiques pharmacologiques du sommeil physiologique. On peut le voir quand on fait des études polysomnographiques. Je me suis intéressé par la suite au mécanisme de biosynthèse de la valentonine. Et avec mes amis chimistes et collègues chimistes, nous avons recensé 4 voies possibles de synthèse de la valentonine. Voici une première voie, voici une deuxième voie, une troisième voie, possible toujours sous l'action des acétyltransférases, et une 4e voie qui arrive ici et là. Toutes ces voies passent par la formation d'un composé
qui est ce composé, c'est le 6-méthoxyarmalan. Ce produit, on ne le connaissait pas, personne n'en parlait. Nous avons fait une recherche bibliographique par formule chimique dans la littérature scientifique et nous nous sommes aperçus que ce produit avait été trouvé en 1961, comme je vous l'ai dit, dans la clavon huilale de bœuf par McIsaac. C'était la même équipe que celle de Lerner qui avait trouvé la mélatonine. Et ils avaient travaillé, comme ils n'avaient pas la spectrométrie de masse, ils avaient travaillé avec des réactions colorées, et c'était vraiment une époque héroïque. Ils avaient recueilli les glandes pinéales de bœufs, de 10 000 bœufs, abattus dans les abattoirs de Chicago, il avait fallu quand même pas mal de temps, et ils avaient récupéré 25 kilos de glandes pinéales. Vous savez, c'est tout petit la glande pinèale chez l'homme, donc chez le bœuf c'est plus gros, mais il en faut beaucoup. Et ils ont étudié les réactions colorées. Pourquoi ils avaient recherché ce produit? Eh bien simplement parce qu'il y avait des chimistes, des gens qui faisaient de la matière médicale, et ils s'étaient rendus compte que ces produits dérivaient de la 5-méthoxytryptamine, comme la mélatonine par exemple. On connaît ici, nous avons la 5-méthoxytryptamine en sortant le groupe acétyl, et que cette méthoxytryptamine intervenait dans la biosynthèse de certains alcaloïdes dans la plante, comme l'armaline. L'armala, c'est un psychostimulant très connu, très puissant, et ils se sont dit, peut-être que dans le glande finale, on va trouver des produits comme ça. Or, l'armaline, c'est un isomère du 6-méthoxyarmalan dans lequel le OCH3, au lieu d'être ici, est là. Donc, ils ont synthétisé ces produits, et à partir de 25 kg, ils ont fait de la chromatographie sur papier, ils ont identifié les pics, et ils ont retrouvé, ici, une tache qui correspondait au 6-méthoxyarmalan. Ce 6-méthoxyarmalan n'était pas dans les plantes, il était dans l'organisme, c'est une hormone naturelle, c'est l'hormone de la veille, et donc ils ont entrepris de faire toute l'étude pharmacologique du 6-méthoxyarmalan. Ils méritent le prix Nobel, ces gens-là, dans la postérité. En 1961, sans eux, j'aurais jamais pu découvrir le système veille-sommeil. Et donc, ils ont fait une étude, ils se sont rendus compte, ils ont comparé au LSD, bien sûr, qui était le chef de file des psychostimulants. C'était en 61, je vous rappelle que le LSD, il a été trouvé en 1943, hein, c'est l'année de ma naissance d'ailleurs, et en 1943, ils ont trouvé que ce produit était aussi puissant que le LSD. D'ailleurs, le LSD doit son activité psychostimulante à sa ressemblance avec le 6-méthoxyarmalan, évidemment. Ensuite, ils ont trouvé que ce produit, donc, augmentait la vigilance, donc c'est elle qui nous tient éveillés dans la journée, qu'il élève la pression artérielle, la fréquence cardiaque et provoque la contraction. Ils ont démontré tout ça. Voilà. Il y a une action ocytocique, par exemple, vous allez voir dans les hormones, c'est celle ça entraîne la production de prolactine, ça met en route la glande thyroïde, etc. Ça déclenche la sécrétion de cortisol dans la journée, etc. Voilà, donc on avait trouvé un maillon, il manquait un maillon dans cette synthèse. Moi j'étais allé directement donc, de la mélatonine à la mélatonine en le soleil, et puis ensuite je me suis rendu compte que j'ai réussi à finir le puzzle, à reconstruire le puzzle, et voici le puzzle, c'est le système veille-sommeil. Ce système veille-sommeil est constitué de 3 hormones qui sont synthétisées à partir de la sérotonine, qui est leur précurseur, pendant 8 heures, entre le coucher et le lever. Pour des gens qui se couchent à 22 heures, eh bien, cette sécrétion va durer 8 heures, et à 6 heures du matin, elle va s'arrêter. Toutes les hormones sont fabriquées en même temps. Il y en a une donc, dont le rôle est de protéger les neurones. Nous avons mis en évidence dans le cerveau des quantités importantes pendant la nuit de déoxymélatonine. On les a démontrées, on les a mis en évidence. Donc. Et ensuite, les autres, bien sûr, voilà, voici les autres hormones. Quel est le mode d'action des 3 hormones finales? Nous avons vu le mode d'action de la mélatonine, il réduit les radicaux libres. Eh bien, ces produits agissent ce sont des modulateurs. C'est-à-dire que pendant la période de sommeil, ils vont par exemple diminuer la vigilance pour augmenter le sommeil, et pendant la période d'activité, le yang, le produit contraire, le 6-méthoxyarmalan, donc, va augmenter la vigilance et tenir les gens éveillés. Et ils le font par modulation sélective des récepteurs des neurotransmetteurs.
Sur la sérotonine, ils agissent sur les récepteurs sérotoninergiques 5-HT2C. Alors, 5-HT2C, 5-HT, c'est 5-hydroxytryptamine, c'est la sérotonine. Et on connaît à peu près une cinquantaine de récepteurs sérotoninergiques qu'on a baptisés, peu importe, là c'est les récepteurs 5-HT2C. Ils agissent aussi sur les récepteurs alpha-2 de la noradrénaline, c'est pour la régulation de la pression artérielle et donc le rythme du cœur, la fréquence cardiaque. Et ensuite, ils agissent aussi sur le récepteur dopaminergique D1 et D2, donc soit la valentonine relâche les muscles et le cytoxamolan contracte les muscles. Et ce sont deux hormones qui font défaut, qui sont responsables d'un maladie de Parkinson. Et enfin, l'adrénaline, l'histamine, le GABA et l'acétylcholine. L'exemple de modulation des récepteurs sérotoninergiques 5-HT2C qui sont responsables de la vigilance. Vous avez sur ce cliché donc deux neurones sérotoninergiques, donc 5-HT2C, et vous voyez que ces neurones se relaient, donc ici, par l'intermédiaire d'une synapse, ici. Donc vous voyez que le neurotransmetteur est libéré pour transmettre l'influx dans la fente synaptique et il va aller stimuler un récepteur 5-HT2C. Ces neurones sont neuroinhibiteurs, c'est-à-dire que la stimulation, l'activation de ces récepteurs, ici, situés sur le versant postsynaptique du neurone, donc va entraîner une diminution de la vigilance, neuroinhibiteur. Voilà. Et vous avez la même chose ici. La valentonine et le cytoxamolan sont des petites molécules dont la configuration stéréochimique et les tailles moléculaires sont très proches de la sérotonine. Ce qui fait que ces deux molécules vont pouvoir aller se placer dans la fente synaptique à proximité immédiate des récepteurs, mais ne peuvent pas les stimuler pour des raisons chimiques. Parce qu'ils ont un pôle azoté qui est une fonction amine tertiaire, et il n'y a que les amines primaires, c'est-à-dire les véritables neurotransmetteurs, qui peuvent stimuler ces récepteurs. Comment ils vont agir? La valentonine, qui est prédominante pendant la nuit, vous allez voir, en pharmacocinétique, la valentonine est prédominante, donc les concentrations dans le sang et dans tous les tissus et dans le cerveau sont supérieures à celles du cytoxamolan, donc c'est elle qui va imposer son action. La valentonine va agir par liaison hydrogène en déformant le récepteur et en le rendant plus sensible à la sérotonine. Donc il va y avoir une activation. Vous voyez que ça ne touche pas la sérotonine, ça la rend plus sensible. C'est ce qu'on appelle une déformation allostérique, et c'est exactement ce que l'on connaît pour le benzodiazépine, c'est une activation allostérique des récepteurs GABAergiques, donc qui est une déformation du récepteur GABAergique, qui donne l'effet anxiolytique. Et le jour, le cytoxamolan, qui est prépondérant, prévalent dans l'organisme, partout et dans le cerveau, donc il va lui bloquer, comme il a la même dimension que ces molécules, il va bloquer, donc empêcher certaines molécules de sérotonine d'accéder au récepteur, donc ils vont diminuer la stimulation de récepteurs. Ils agissent par blocage. Et si on diminue la stimulation d'un récepteur neuroinhibiteur, on va augmenter la vigilance. Vous voyez, ce sont des régulateurs, des modulateurs. Ils ne cassent pas quelque chose, ils modulent à la hausse ou à la baisse. C'est comme ça pour tous les récepteurs des neurotransmetteurs et pour tous les récepteurs des glandes endocrines. Et chimiquement, on peut le démontrer. Voilà, la modulation des sécrétions des glandes endocrines, dont je vais prendre tout de suite, la valentonine, la nuit, diminue les sécrétions des glandes endocrines. On parlait tout à l'heure de la lactation, par exemple la valentonine diminue la prolactine, et à l'inverse du cytoxamolan dans la journée. Donc, la valentonine diminue le cortisol à l'inverse de ce que fait le cytoxamolan, et la valentonine, pour donner un exemple, il y en a d'autres, donc diminue la nuit la sécrétion de thyroïde, elle met la glande thyroïdienne au repos et augmente donc la sécrétion d'hormones thyroïdiennes le jour. Voilà. Mais pour bien comprendre le fonctionnement du système veille-sommeil, il faut connaître les modalités de sécrétion de ces trois hormones, par exemple. Vous avez vu que de toute façon, ces trois hormones, la fonction endocrine
la glande pinéale, elle fait son boulot entre le coucher et le lever. Quelqu'un qui se couche à 22 heures, à 6 heures du matin, ça s'arrête. Ça dure 8 heures, et au bout de 8 heures, elle a fait son boulot. Elle a fabriqué les 3 hormones qui vont régler l'organisme, totalement l'organisme, donc les hormones, les glandes, etc., pendant 24 heures. Comment se fait-il? Comment faire? C'était quand même une question que je me posais. Comment ça se fait que des hormones avec des actions opposées, comment ça se fait que la nuit, il y a une prépondérance de l'un et de l'autre? Ce sont des questions pharmacocinétiques. Le problème, c'est qu'on ne pouvait pas doser, on ne peut pas doser la valentonine, vous allez comprendre tout à l'heure pourquoi, la valentonine, c'est une direction malade dans l'organisme, on ne peut pas doser des quantités circulantes endogènes de ces deux hormones pour des raisons pharmacocinétiques que vous allez comprendre. Et donc, je me suis posé la question de savoir quelle était la sécrétion de l'hormone mélatonine par la glande pinéale chez l'homme. Alors là, je vous passe les détails techniques, mais c'est la seule étude qui a été faite au monde. D'abord, il fallait une technique extrêmement sensible, que nous avions. Et deuxièmement, quand on voulait faire la pharmacocinétique de la mélatonine chez l'homme, il fallait effectivement, on doit administrer par voie intraveineuse de la mélatonine, mais si on administre la mélatonine par voie exogène, on ne sait pas si on dose la mélatonine administrée ou la mélatonine produite par glande pinéale. Donc on a fait une étude, on a fabriqué de la mélatonine, dans laquelle on a remplacé 7 atomes d'hydrogène par deutérium. Et on a fait une forme injectable, une forme orale, et on a administré ça à l'homme, c'est la méthode des isotopes stables. Et en spectrométrie de masse, comme le deutérium pèse une unité de plus que l'hydrogène, on pouvait, sur le détecteur, différencier la mélatonine administrée, deutérée, et la mélatonine endogène. On a fait ça pendant 24 heures, et on a eu tout, les renseignements pharmacocinétiques. Ça ne change pas du tout la pharmacocinétique, le deutérium à la place d'hydrogène, et on a pu calculer comme ça. C'est la seule étude valable, c'est la seule étude qui a été faite au monde. Elle a été publiée dans cette revue, et quand même pour la petite histoire, je vais vous en parler. Voilà. Donc c'est une grande revue américaine, American Journal of Physiology et Endocrinologie, et vous allez voir que la vérité scientifique n'est pas toujours transmise honnêtement par les revues qui se disent prestigieuses. Donc quand j'ai envoyé cette publication, rien n'a été changé. D'ailleurs, vous pouvez la voir sur notre site tout à l'heure. Et je disais, en fait, vous allez voir, que la sécrétion de mélatonine dure toujours 8 heures, quelle que soit la saison, et la durée de la nuit. Alors évidemment, tout le monde pensait que dès que la nuit tombait, il y avait la mélatonine, et que ça durait l'hiver plus longtemps, 14 heures ou 15 heures, et que l'été, ça durait 8 heures. Et on a démontré, on a fait tous les tracés des 12 sujets jeunes et des 12 sujets âgés, et voilà, on a envoyé tout, ils n'ont rien changé, ils nous ont demandé de changer le titre, et évidemment, nous, le titre, ils nous ont fait mettre que la sécrétion de mélatonine par la glande pinéale se fait à vitesse constante chez les sujets âgés et chez les sujets jeunes. Vous savez que les chercheurs, ils travaillent sur les chemical abstracts, ils regardent les publications, et puis ce titre ne les intéresse pas, c'est pas très convivial, c'est pas... Personne n'a lu ça, c'était en 2000. Donc maintenant vous pouvez lire dans tous les journaux, le circadin, la mélatonine et tout, même les produits qui ont imité la mélatonine, comme le Valdoxan par exemple, qui est une copie de la mélatonine qui a eu son AMM et on se demande pourquoi, eh bien vous pourrez lire que la mélatonine est sécrétée par l'empire avec un pic vers 2 heures du matin et que ça chute après. Alors c'est complètement idiot d'abord, parce que quand une glande sécrète une hormone, elle le fait de manière lisse, comme ça, comme une perfusion continue, comme les hormones estrogènes. Et c'est le problème d'ailleurs quand on donne la pilule par voie orale, on a des pics énormes, avec des concentrations 1000 fois plus fortes que la normale, etc., de manière pulsative, même avec l'hormone thyroïdienne d'ailleurs, on a un pic, etc., alors que dans l'organisme, voilà, il ne faudrait pas du tout faire ce type d'administration. Voilà, alors je vais vous raconter la suite, vous voyez, la vérité scientifique, vous la connaissez maintenant, vous pouvez le voir sur le site, mais vous voyez, certainement quelqu'un avait publié le contraire de ce que je disais, ils n'ont rien changé à la virgule près, mais personne ne l'a lu. Voilà, voici l'étude chez les 12 sujets jeunes adultes sains, donc ça c'était la sécrétion de mélatonine endogène. Et vous voyez que ça s'est passé, c'était au mois de fin mai, début juin, et que la sécrétion donc se passe, entre 22 heures
et 6 heures du matin. Alors vous voyez qu'ici, ce n'est pas tout à fait 22 heures, mais c'est une échelle logarithmique, on a donné au temps 0, et évidemment, il y avait quelques minutes, c'est pour ça que là, vous voyez quelque chose, mais on a utilisé une échelle logarithmique pour vous montrer qu'il y avait des différences importantes entre ces courbes. Il y a 12 sujets. Vous voyez qu'ici, donc, l'allure des courbes, c'est l'allure d'une courbe qui correspond à une libération à vitesse constante de la mélatonine par la glande pinéale dans la circulation sanguine, que ça commence donc à 22 heures chez ces sujets qui avaient été hospitalisés dans la clinique de mon centre de recherche et qui étaient habitués et qui se couchaient toujours à 22 heures et que vous voyez, à 6 heures, ça s'arrête et ça décroît. Vous avez ici une reprise de cette information. Voici, chez les sujets sains, vous voyez que donc, la sécrétion commence entre 22h et 22h30 chez les sujets et se termine entre 6h05 et 6h20. Et qu'elle dure en moyenne 8 heures et qu'en même temps, la durée de la nuit est de 8h20. On était fermé au début juin, fin juin, c'est 8 heures exactement. C'est pour ça que l'organisme, pour avoir toujours une sécrétion, que ça correspond à la nuit la plus courte, donc dans la création, c'était fait comme ça. Aux surprises, voilà, c'est ce qui embêtait le lecteur, le membre du comité de lecture, aux surprises, exactement la même chose au mois d'octobre chez les sujets âgés. Alors les taux étaient différents, mais ça commençait toujours entre 22h05 et 22h10, et ça s'arrêtait entre 6h10 et 6h50, ça durait 8 heures en moyenne, alors que la durée de la nuit était de 13h25. Voilà. Ce qui a été très intéressant dans cette étude, parce que vous allez voir que la mélatonine, finalement, est le marqueur des deux autres hormones, c'est un intermédiaire, donc elle est précurseur des autres hormones. Si vous en avez beaucoup, vous avez beaucoup des autres hormones. Si vous n'en avez pas beaucoup, vous avez peu des autres hormones. Donc, et ce qui est intéressant, c'est surtout la variabilité considérable dans les sécrétions de mélatonine chez les êtres vivants, que nous avons mis en évidence cette étude. Vous avez ici des sujets jeunes, à gauche. Vous voyez qu'il y a des variations entre 19,1 picogrammes par millilitre et 93,7 picogrammes par millilitre. Vous voyez. Donc, le niveau, on le mesure au plateau. Et chez les personnes âgées, en moyenne, c'est plus bas, mais vous voyez que chez les sujets âgés, on descend en dessous de 10. Mais, par contre, le record à la hausse, donc, était obtenu chez une personne de 74 ans qui avait 124,7 picogrammes par minute. Celui-là, il peut vivre 120 ans. Vous allez voir tout à l'heure pourquoi. S'il n'y a pas de malheur, ça ne se fait pas écraser dans la rue. Et évidemment, donc, nous ne sommes pas égaux en regard de la sécrétion pinale de mélatonine. C'est la première fois qu'on voit chez l'homme un paramètre biologique aussi variable, et pas n'importe lequel, c'est quand même le système de régulation de l'organisme. Et c'est une inégalité entre les êtres vivants, mais justement, que notre Créateur, dans sa grande miséricorde, en nous révélant cette découverte, va nous permettre de réparer. Voilà, donc le système veille-sommeil, voilà ce que nous avons. Vous voyez, chez les sujets qui se couchent à 22 heures, ça commence à 22 heures, ici, et ça se termine à 6 heures. Nous avons la même réaction à partir de la sérotonine, c'est le primum movens, la première impulsion. À 22 heures, quand vous vous couchez, vous avez simultanément la mélatonine, le cytoxermalan et la valentine qui sont formés par 3 acétylations successives enzymatiques de la molécule. Voilà. Voici ce système veille-sommeil et la mélatonine neuroprotectrice, et nous allons voir ensuite la suite. Ce qui nous intéressait, nous, on voulait comprendre pourquoi la valentonine est prépondérante pendant la nuit et pourquoi le cytoxermalan est prépondérant pendant le jour alors qu'elles sont formées en même temps. Et pour que finalement il y ait de façon harmonieuse une alternance des périodes de sommeil et des périodes de veille à 6 heures du matin chez tous les mammifères et les oiseaux, tous les vertébrés supérieurs, donc, qui ont ce système veille-sommeil la nuit, ici, eh bien, nous sommes arrivés à la conclusion, je suis arrivé à la conclusion que finalement, pour qu'il y ait cette alternance harmonieuse
toujours entre le mode sommeil et le mode veille, il fallait que chez tous les mammifères à sommeil nocturne, bien, les propriétés pharmacocinétiques de la valentonine et du simtoxamane soient les mêmes. Et évidemment, comme pour des raisons techniques, on ne pouvait pas doser la valentonine, donc pour des raisons pharmacocinétiques, eh bien, j'ai décidé de faire l'étude pharmacocinétique chez le chien. J'ai développé des méthodes en spectre de masse et nous avons travaillé chez le chien. Voilà, et vous avez ici les résultats de cette étude pharmacocinétique. Eh bien, on a fait ces études, vous avez les paramètres, et à l'aide de logiciels adéquats, de pharmacocinétique, j'ai pu simuler l'évolution des concentrations chez l'homme et chez tous les mammifères à sommeil nocturne, donc en administrant une dose de valentonine 4 fois supérieure à la dose de 6-méthylmercaptan. Et on s'est aperçu que la nature fait bien les choses, puisqu'avec cette simulation, entre 22h et 6h du matin, la valentonine est prévalente, et dès qu'on arrive à 6h du matin, eh bien, comme la valentonine a une demi-vie d'élimination très courte, elle s'élimine très vite, et en quelques minutes, le simtoxamane passe devant. Or, au niveau des récepteurs, c'est le produit le plus concentré qui impose son action. Voilà. Voici comment ça se passe. Voici la fonction endocrine du pancréas. Voici ce qui nous fait fonctionner. Voilà. Entre 22h et 6h. Pour les gens qui se couchent à 22h, nous avons ici donc les évolutions des concentrations de mélatonine, valentonine et simtoxamane. Vous voyez que la valentonine est prévalente pendant la période de sommeil, donc elle impose sa cinétique, elle fait dormir, elle relâche les muscles, elle baisse la pression artérielle, et en quelques minutes, donc, comme le 6MH, lui, a une demi-vie d'élimination lente, il passe devant, après le réveil, et, évidemment, maintient l'organisme éveillé jusqu'à 22h. Et là, c'est une découverte formidable, parce que les gens qui dorment mal, mais ils ne sont pas en forme de la journée, parce que l'une ne va pas sans l'autre. Voilà. Et là, j'ai compris que, évidemment, j'avais trouvé l'hypnotique idéale quand j'avais trouvé la première chose, la première découverte. Donc, j'ai été capable de fabriquer 569 molécules telles que la valentonine, qu'on appelle des succédanés, parce que la valentonine n'était pas mise par voie orale, j'avais un problème, donc j'en ai fait 569 en bricolant la molécule, en la rendant stable en milieu gastrique, parce qu'elle est totalement détruite dans l'estomac. Mais j'ai voulu être plus malin que le créateur, ça n'a pas marché, je me suis aperçu qu'après, pour avoir cette alternance, il n'y avait qu'une façon de procéder, c'était de prendre la valentonine, et comme on ne pouvait pas faire des formes injectables par voie en perfusion intraveineuse, on ne pouvait pas perfuser les gens toutes les nuits avec ça, j'ai eu l'idée d'utiliser un patch transdermique qui est capable, lui, on contrôle parfaitement la vitesse de libération dans les proportions de 4:1, de faire des patchs mixtes, donc qui contiennent la valentonine et le simtoxamane, qu'on appliquera au coucher, qu'on sortira le matin au réveil chez les sujets qui manquent de toutes ces maladies. Voilà le médicament que nous allons sortir dans le courant de l'année prochaine, qui sera commercialisé dans le courant de l'année prochaine. Voilà. Alors, comment faire le traitement, comment faire le diagnostic? Vous voyez que ce système veille-sommeil, donc dans ce système, la sérotonine donc, est le précurseur de ce système, des hormones du sommeil. Elle n'est que le précurseur. Et la sérotonine, donc, elle est produite dans la glande pinéale à partir du tryptophane, et ensuite, évidemment, elle conduit, à partir de l'heure du coucher, il y a une stimulation de la cellule de la glande pinéale qu'on appelle le pinéalocyte, élévation de l'enzyme N-acétyltransférase et formation pendant 8 heures uniquement de ces 3 hormones. Et comme la mélatonine est synthétisée, donc est un intermédiaire dans cette synthèse, il est évident que toute variation de la sécrétion de mélatonine va se répercuter automatiquement à la hausse ou à la baisse sur les 2 autres hormones. Donc la mélatonine va servir de marqueur de la sécrétion des hormones du système veille-sommeil. Voici donc, on va présenter, vous voyez que quand on administre un produit comme le fait la glande pinéale, au début, quand vous vous couchez,
ça monte assez vite, mais c'est une augmentation, et au bout d'un certain temps, les concentrations sont maintenues au plateau, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, ce qui arrive dans la circulation sanguine, la vitesse d'arrivée dans la circulation sanguine est égale à la vitesse d'élimination. Bon, c'est une règle pharmacocinétique. Donc, pour avoir une idée du niveau de la sécrétion, il faut travailler au plateau. Et le plateau de la mélatonine, il est atteint à partir de 1h du matin si vous couchez à 22h. Ce qui fait qu'après, quand on va mettre en route les traitements, pour caractériser les sujets, ou même si vous voulez savoir si vous risquez un jour ou l'autre d'avoir ces maladies, parce qu'on va pouvoir agir à titre préventif, et je suis convaincu qu'on va éradiquer à terme toutes ces maladies neurodégénératives, parce qu'on pourra les voir avant. Vous savez, le problème c'est de trouver un marqueur, mais maintenant c'est trop tard, parce qu'ils travaillent sur les causes, et la maladie est déjà déclarée. Donc on dosera, à 1h du matin, entre 1h et 6h du matin, la mélatonine, et on aura un indicateur. Voilà. Sur cette échelle, on peut faire un diagnostic. On peut considérer que les valeurs normales de la sécrétion de mélatonine chez l'homme sont comprises entre 20 picogrammes par millilitre et 100 microgrammes par millilitre. C'est le marqueur, 20 et 100. Et que chez l'homme adulte sain jeune, comme nous l'avons vu tout à l'heure, la moyenne est égale à 50 picogrammes par millilitre. Au-delà d'une valeur que l'on peut situer à 200 picogrammes par millilitre, c'est la zone des psychoses. Il y a un excès de ces hormones. Alors je vais vous expliquer très simplement. Ils dorment très bien, ils ont beaucoup de mélatonine. D'ailleurs, on n'a jamais mis en évidence d'Alzheimer chez les psychotiques. Ils ont l'hormone neuroprotectrice parfaite, donc ils ont tous leurs neurones, ils fonctionnent trop d'ailleurs. La nuit, ils dorment comme des bébés, et quand ils se réveillent, quand la mélatonine passe derrière, l'autre hormone est tellement élevée qu'elle est comme le LSD, ils sont hallucinés à des degrés divers, et pendant une bonne partie de la journée, ils ne se comportent pas comme nous, disons. Voilà. Donc, voilà, donc, on a une recette, on a un traitement, on va donner un patch chez les psychotiques, le matin au réveil, et on va le laisser pendant 2 fois la demi-vie du produit, on va le sortir en milieu de journée, et son rôle, ça sera décréter l'excès de cytoxermalon, qui est l'agent des psychoses, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est l'agent des psychoses. Ce n'est pas du tout un excès de dopamine, comme on le croit encore à l'heure actuelle. C'est l'agent des psychoses, le cytoxermalon, il y en a trop, et ils n'avaient pas compris pourquoi, comment agissait le Largacti quand la matraque chimique qui est toujours encore en train d'être utilisée, les neuroleptiques. Donc on va le donner et on le sortira en milieu de journée. Et là, normalement, les sujets sont normaux. Ensuite, dès que le marqueur est inférieur à 10, et c'est la zone des troubles du sommeil. À partir en dessous de 10, les gens ont des troubles de sommeil à différents niveaux. Et ces gens, au cours du vieillissement, comme la sécrétion diminue avec l'âge, eh bien, dès qu'ils descendent donc en dessous de 5 et en dessous de 1, eh bien, on peut arriver donc au maladie du Parkinson et de l'Alzheimer. Je vous rappelle que dans l'Alzheimer, ils ne le savent pas, mais on a dosé l'Alzheimer. Dans la maladie d'Alzheimer, on peut terminer, il y a 0 mélatonine. Le marqueur est nul. C'est l'inverse de la démence précoce, ça n'a rien à voir le mot dément, mais là, eux, ils n'ont jamais d'Alzheimer. Voilà, le traitement donc, que l'on donnera, le patch mix, et je vais vite, je rappelle. Voilà, nous avons créé un fonds de dotation avec mon ami Henri Joyeux, j'étais un peu plus long, donc je vais assez vite. Avec mon épouse, Marianne Fourtillan, qui est pharmacien comme moi, nous sommes inventeurs d'un brevet que nous avons déposé. Nous avons décidé de donner en totalité ce brevet donc, au fonds de dotation, dans lequel mon ami Henri Joyeux m'a rejoint, comme dans les circonstances qu'il vous a dit tout à l'heure. Et voilà. Et donc sur ce site, Fonds Josépha, vous avez tout ce que je vous ai raconté avec des tas de vidéos dans toute maladie possible et imaginable. Ce que je vous ai présenté, ce n'est pas une théorie, c'est une réalité. Vous avez dans ce livre, qui fait 216 pages, c'est un dossier scientifique, tout est prouvé, comme ça n'a jamais été fait pour le moindre médicament. Je vous rappelle qu'on ne connaît aucun mode d'action des médicaments, y compris l'aspirine. On ne sait pas comment agit l'aspirine. On a une petite idée, justement, parce que l'acétyl dans l'aspirine, c'est le groupe indispensable d'activité. L'agrégation plaquettaire est inhibée par aspirine, parce que c'est une action sérotoninergique, on pense que c'est dû à ça.
Voilà, et je terminerai par... voilà. Sandro, si vous pouvez lancer la vidéo. J'ai un peu de retard. La véritable hormone du sommeil, la valentonine, a été découverte en 1994 par Jean-Bernard Fourtillon. Elle est sécrétée par la glande pinéale pendant la nuit, en même temps que deux autres hormones, la mélatonine et le cis-méthoxyharmalan. Contrairement à l'idée répandue, la mélatonine n'est pas l'hormone du sommeil. Elle n'a aucun effet hypnotique. Dans les études de sommeil, elle se comporte comme un placebo. Voici un électroencéphalogramme enregistré chez le chien. Le sommeil, observé sous placebo, est du sommeil physiologique. Il a duré 27,4 minutes, soit 23% de la période d'observation. Le sommeil lent profond, réparateur, représente 51% du sommeil total, tandis que le sommeil paradoxal, indispensable à la mémoire, dure 3,3 minutes et représente 12%. Après l'administration intraveineuse de la valentonine, on retrouve l'architecture du sommeil physiologique, avec une durée de sommeil très significativement augmentée. Elle est égale à 57,8 minutes et représente les 2/3 de la période d'observation. Le sommeil lent profond, réparateur, représente 52,2% du sommeil total, tandis que le sommeil paradoxal, indispensable à la mémoire, dure 4 minutes et représente 6,9%. Lorsqu'on administre les médicaments hypnotiques actuels, tels que le diazépam, chef de file des benzodiazépines, ou le zolpidem, composé apparenté, les résultats sont très différents. Avec le zolpidem, la durée du sommeil total est inférieure à celle du placebo. Le sommeil léger, non réparateur pour l'organisme, prédomine et on observe un effondrement du sommeil paradoxal, responsable des effets amnésiants de ce médicament. Avec le diazépam, la durée du sommeil total est légèrement supérieure à celle observée avec le placebo. Mais, comme pour le zolpidem, le sommeil produit est du sommeil anesthésique, avec les caractéristiques suivantes. Le sommeil léger, non réparateur pour l'organisme, prédomine. Le sommeil paradoxal est effondré, ce qui explique les effets amnésiants des benzodiazépines. Les troubles du sommeil sont dus à une sécrétion pinéale insuffisante des 3 hormones du système veille-sommeil. En administrant ces 3 hormones, pendant la nuit, il sera désormais possible de rétablir un sommeil physiologique, réparateur, tout en assurant une journée dynamique. Le système veille-sommeil, qui régule la vie de l'organisme, est constitué de 3 hormones sécrétées par la glande pinéale pendant la nuit. La mélatonine est l'hormone neuroprotectrice. Elle protège les neurones de l'action destructrice des radicaux libres oxygénés. Le cis-méthoxyharmalan a des propriétés psychostimulantes extrêmement élevées, comparables au LSD. C'est l'hormone de la veille, de la cognition et plus généralement l'hormone du jour. La valentonine est la véritable hormone du sommeil. C'est l'hormone de la nuit. La glande pinéale sécrète simultanément ces 3 hormones. Cette sécrétion est contrôlée par le noyau suprachiasmatique. Au coucher, il déclenche la sécrétion de ces 3 hormones par la glande pinéale pendant 8 heures. C'est ainsi que pour une personne qui a l'habitude de se coucher à 22 heures, le noyau suprachiasmatique va déclencher, par voie nerveuse, la sécrétion des 3 hormones, à partir de 22 heures, et pendant 8 heures. Dans notre exemple, la sécrétion pinéale s'arrêtera à 6 heures du matin. Mais dans tous les cas, la sécrétion des 3 hormones par la glande pinéale durera 8 heures, quelle que soit la période de l'année ou la durée de la nuit. Dans la glande pinéale, les biosynthèses des 3 hormones s'effectuent à partir de la sérotonine, en 3 étapes d'acétylation successives, sous l'action d'une même enzyme, la N-acétyltransférase, ou NAT. La mélatonine étant une étape intermédiaire dans cette cascade biochimique, la mesure de sa concentration dans le plasma sanguin peut servir de marqueur de la sécrétion des 3 hormones pinéales, et donc de l'état du système veille-sommeil. Au fur et à mesure de leur biosynthèse dans la glande pinéale, les 3 hormones sont libérées dans le sang. Elles vont se distribuer dans l'organisme et gagner leur lieu d'action. Voici les évolutions des concentrations plasmatiques des 3 hormones pendant 24 heures. On distingue 2 périodes.
une période de sécrétion des 3 hormones de 22 heures à 6 heures du matin. Les concentrations de la valentonine dans l'organisme sont supérieures à celles du 6-méthoxyharmalan. L'organisme est en mode sommeil. Une période de décroissance des concentrations des 3 hormones pinéales entre 6 heures du matin et 22 heures. À partir de 6 heures du matin, à la fin de la sécrétion pinéale, on assiste à une élimination rapide de la mélatonine et de la valentonine. Dès lors, la prévalence du 6-méthoxyharmalan fait passer l'organisme en mode éveil jusqu'à 22 heures. Une fois distribués dans tous les tissus de l'organisme, les 3 hormones pinéales vont exercer leurs actions de protection cellulaire et de régulation des vies psychiques et végétatives de l'organisme. Pendant la période de repos, la mélatonine va éliminer les radicaux libres oxygénés présents dans tous les tissus de l'organisme. Ces radicaux libres sont produits par la respiration. Parmi les principaux, on peut citer l'anion radicalaire superoxyde O2- et le radical hydroxyle HO. Ce sont des composés oxygénés qui possèdent un électron célibataire. Ils sont extrêmement réactifs et entraînent une destruction progressive des cellules de l'organisme, en particulier des neurones. Grâce à ces puissantes propriétés réductrices portées par l'atome de carbone situé en position 2, la mélatonine va piéger ces radicaux libres en se transformant en 2-oxomélatonine, ultérieurement éliminée par voie sanguine. La distribution de la mélatonine dans le tissu cérébral, à partir de 22 heures, va piéger les radicaux libres oxygénés accumulés pendant la période d'activité. Simultanément à leur réduction, la mélatonine est oxydée en 2-oxomélatonine, qui est ensuite éliminée par voie sanguine. Ainsi, à 6 heures du matin, à la fin de la sécrétion pinéale, les tissus nerveux sont épurés. De leur côté, la valentonine et le 6-méthoxyharmalan assurent, tour à tour, la régulation des vies psychiques et végétatives de l'organisme, en modulant de manière sélective les réponses de quelques récepteurs des 7 principaux neurotransmetteurs et en modulant les sécrétions des 7 glandes endocrines de l'organisme. La glande pinéale contrôle ainsi leur fonctionnement. À la manière du yin et du yang, la valentonine et le 6-méthoxyharmalan ont des effets opposés. Les régulations de la vigilance, de la pression artérielle et du tonus musculaire résultent des actions opposées de la valentonine et du 6-méthoxyharmalan sur les récepteurs 5-HT2C de la sérotonine, les récepteurs alpha-2 de la noradrénaline et les récepteurs D1 et D2 de la dopamine. Entre 22 heures et 6 heures du matin, la valentonine diminue la vigilance par activation allostérique des récepteurs 5-HT2C sérotoninergiques, ce qui a pour effet de maintenir l'état de sommeil. La valentonine diminue la pression artérielle et la fréquence cardiaque par activation des récepteurs alpha-2 noradrénergiques. La valentonine provoque un relâchement musculaire par activation des récepteurs D1 et D2 dopaminergiques. A l'inverse, entre 6 heures du matin et 22 heures, le 6-méthoxyharmalan augmente la vigilance par antagonisme des récepteurs 5-HT2C sérotoninergiques, ce qui a pour effet de maintenir l'état d'éveil. Le 6-méthoxyharmalan augmente la pression artérielle et la fréquence cardiaque par antagonisme des récepteurs alpha-2 noradrénergiques. Le 6-méthoxyharmalan provoque une contraction musculaire par antagonisme des récepteurs D1 et D2 dopaminergiques. La protection des neurones contre les radicaux libres oxygénés et le fonctionnement de l'organisme pendant 24 heures dépendent de l'importance des sécrétions des 3 hormones par la glande pinéale. Comme on vient de le voir, la mélatonine est un marqueur quantitatif de cette sécrétion. En pratique, il faut mesurer la concentration de la mélatonine dans le plasma sanguin à partir de 1 heure du matin pour connaître le niveau de la sécrétion pinéale chez un individu. Nous avons mesuré pendant 24 heures les sécrétions pinéales de mélatonine chez 12 sujets jeunes et 12 sujets âgés. Les variations de la sécrétion pinéale
chez les différents individus sont considérables. On observe un facteur 13 entre les sécrétions pinéales extrêmes chez les sujets âgés. En moyenne, la sécrétion pinéale de mélatonine diminue avec l'âge. Toutefois, c'est chez un sujet âgé de 73 ans que l'on enregistre le record à la hausse, avec une concentration plasmatique maximale de mélatonine égale à 124,7 picogrammes par millilitre. Il existe ainsi des inégalités flagrantes des sécrétions pinéales entre les êtres humains. On peut qualifier de sécrétion pinéale normale des valeurs du marqueur mélatonine comprises entre 20 et 200, avec une valeur moyenne égale à 50 chez le jeune adulte sain. Dans les psychoses, la sécrétion pinéale est excessive, avec un marqueur probablement supérieur à 200. Les troubles du sommeil apparaissent lorsque le marqueur tombe en dessous de 10. Ainsi, les individus pour lesquels la sécrétion pinéale est faible ont des problèmes de sommeil et sont particulièrement exposés aux maladies neurodégénératives, telles que les maladies de Parkinson et d'Alzheimer. Lors du vieillissement, ils en sont victimes dès que la mélatonine tombe en dessous d'une valeur que l'on peut situer à 5 picogrammes par millilitre de plasma. L'état de sommeil est une perte de conscience transitoire. Il apparaît dès que le niveau de la vigilance tombe en dessous d'un certain seuil, considéré comme la barrière du sommeil. Lorsque l'organisme est en mode sommeil, les concentrations de la valentonine dans l'organisme sont supérieures à celles du 6-méthoxyharmalan. Toutes les caractéristiques du sommeil physiologique sont en corrélation avec la prévalence de l'hormone du sommeil. Baisse de la vigilance, responsable de la perte de conscience, due à la stimulation des récepteurs sérotoninergiques 5-HT2C par la valentonine. Baisse de la pression artérielle et de la fréquence cardiaque, due à la stimulation des récepteurs alpha-2 noradrénergiques. Réduction de l'activité musculaire, due à la stimulation des récepteurs dopaminergiques D1 et D2 par la valentonine. Mais il ne faut pas confondre sommeil et perte de conscience. Le sommeil physiologique est réparateur pour l'organisme, contrairement au sommeil anesthésique, produit par les somnifères actuellement disponibles. Les travaux de Chudzinski chez des sujets jeunes et âgés montrent que la quantité de mélatonine éliminée dans les urines diminue proportionnellement au degré de l'insomnie. Il en va donc de même pour le marqueur mélatonine, ainsi que pour le 6-méthoxyharmalan et la valentonine, l'hormone du sommeil. Chez les sujets insomniaques, les sécrétions conjointes de la mélatonine, de la valentonine et du 6-méthoxyharmalan sont insuffisantes. Dans ces conditions, il est essentiel de comprendre que l'hormone du jour, le 6-méthoxyharmalan, fait défaut pendant la période d'activité. Les troubles du sommeil sont donc associés à des troubles de la veille, comme l'indique le manque de tonus d'un insomniaque pendant la journée. Il faut distinguer les insomnies primaires dues à une sécrétion pinéale insuffisante et les insomnies secondaires dues à des causes somatiques ou psychiques diverses. Les médicaments somnifères disponibles sur le marché appartiennent principalement à la famille des benzodiazépines et aux médicaments apparentés qui possèdent les mêmes propriétés pharmacologiques. Tous ces médicaments abaissent la vigilance par activation allostérique des neurones GABAergiques. Ils produisent ainsi du sommeil anesthésique. L'explication de l'inefficacité et des effets paradoxaux des benzodiazépines et apparentés, tels que insomnie et anxiété, viennent de la présence dans leur formule chimique des caractéristiques structurales du 6-méthoxyharmalan. En comparant la structure chimique du diazépam à celle du 6-méthoxyharmalan, on constate que les configurations stériques et les tailles moléculaires sont identiques entre elles. Il en va de même pour le zolpidem. Comme le 6-méthoxyharmalan, ces composés bloquent les récepteurs sérotoninergiques 5-HT2C. Ils augmentent la vigilance et provoquent de l'insomnie et de l'anxiété, qui viennent s'opposer aux effets hypnotiques et anxiolytiques pour lesquels on les emploie. Seul un traitement substitutif, par administration des 3 hormones, destiné à remplacer la glande pinéale déficiente, peut être envisagé. Les hormones doivent donc être administrées pendant la période de sécrétion de la glande pinéale, c'est-à-dire pendant la nuit. La mélatonine doit être administrée dans les insomnies primaires, caractérisées par un marqueur mélatonine faible,
inférieure à 10, par voie orale à la dose de 3 mg le soir au coucher. Cette dose est suffisante pour assurer l'élimination des radicaux libres oxygénés pendant la nuit. La valentonine et le 6-méthoxyarmelon doivent être administrés en association pendant la période du repos, qui dure environ 8 heures. Les modalités d'administration sont extrêmement cruciales. Elles doivent permettre de reproduire le plus exactement possible les courbes de sécrétion physiologique des deux hormones. En pratique, seule une administration transdermique sous forme de patch à 2 réservoirs contenant valentonine et 6-méthoxyarmelon dans un rapport de 4:1 permet de réunir ces conditions. Le patch doit être appliqué le soir au coucher et enlevé le matin au réveil, et ceci afin de respecter les horaires des modes sommeil et éveil. Il s'agit d'un traitement substitutif par les hormones naturelles, destiné à suppléer à la déficience des sécrétions de la glande pinéale. Il est administré pendant la période de sécrétion. Les doses résorbées pendant 8 heures, 50 microgrammes de 6-méthoxyarmelon et 200 microgrammes de valentonine, correspondent aux sécrétions physiologiques. Ce traitement garantit l'absence d'effets indésirables. Compte tenu des rôles précis de la valentonine et du 6-méthoxyarmelon dans le fonctionnement de l'organisme, il est légitime de penser qu'il ne peut y avoir de meilleur traitement des troubles du sommeil. C'est fini. Et voilà, Jean-Bernard Fourtillon. Je vous en prie. Le professeur Joyeux va nous dire quelques mots. Je voudrais vous faire savoir que cette présentation du professeur Jean-Bernard Fourtillon est la plus belle présentation scientifique que le grand public est capable de comprendre, alors qu'il y a des profs de médecine, de pharmacie, qui ne comprennent pas. Donc, sachez une chose, c'est que ces patchs sont en cours de fabrication, qu'ils vont être testés d'ici la fin de l'année d'une manière extrêmement rigoureuse, et que dans 1 an, et même avant, non seulement vous aurez des nouvelles par les lettres que nous publions ensemble sur mon site et sur le site Fonds Josepha, mais en même temps, il y aura certainement l'année prochaine une nouvelle conférence qui vous donnera les résultats de l'utilisation des patchs de valentonine et de 6-méthoxyarmelon. Je voudrais ajouter 2 choses. J'ai oublié dans ma conférence de vous dire que l'aluminium avait disparu des vaccins vétérinaires. Très important. Mais l'aluminium est dans les vaccins de nos enfants. Ça veut dire, vous avez 60% de vaccins qui contiennent de l'aluminium, vous les rendez aux pharmaciens. Vous n'acceptez que des vaccins sans aluminium. Et d'autre part, tout ce que j'ai dit sur tout le système immunitaire, je l'ai précisé d'une manière encore plus rigoureuse dans ce livre, Vaccins, comment s'y retrouver. Bon appétit, bonne journée à vous tous, à bientôt. Merci beaucoup, professeur Joyeux, Jean-Bernard Fourtillon.